Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue aujourd'hui sur Épistémie Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai une super invitée, Clémence Mimpin, qui est la directrice du Fab Lab L'Établi. Elle vous présentera exactement ce qu'il en est. Alors, d'habitude, moi, je suis très focalisé sur la technologie et ce qu'on appelle la technologie push innovation. Mais là, j'ai envie de rencontrer des gens qui font de l'innovation un peu plus du côté design et du côté des makers, plutôt que du côté scientifique, ingénierie à l'ancienne, on va dire, parce qu'il se passe énormément de choses du côté de ce monde-là. Et d'ailleurs, avec l'établi, on va avoir un exemple très précis, notamment avec l'épisode du Covid. Donc, bonjour Clémence, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi. Merci Harry, moi aussi je suis très contente. Formidable. Bah, écoute, peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur l'établi et qu'est-ce que c'est qu'une Fab Lab ou un Fab Lab, je ne sais jamais si c'est Le masculin ou mot, féminin. après, c'est un mot anglais, mais bon, c'est la traduction de laboratoire de fabrication, donc on dit plutôt un. Un Fab Lab, ok. Donc, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, peut-être parler un peu de toi et ton parcours, parce que tu as un parcours atypique. Enfin, atypique. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à te rencontrer dans cet environnement-là. On t'imagine diriger des hôpitaux, etc. Alors, comment ça se fait que la jeune Clémence Mimpin se dirige vers des études pour diriger des hôpitaux, dirige un hôpital et finit à travailler dans un environnement où il y a des bricoleurs, il y a des designers, il y a des entrepreneurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en effet, moi, à la base, je suis directrice d'hôpital. Assez rapidement, je suis partie bosser au ministère de la Santé, puisque j'ai eu une opportunité. Et en tant que directeur d'hôpital, c'est intéressant d'être de l'autre côté pour voir comment sont conçues les politiques publiques qu'on est censé mettre en œuvre au quotidien. Et au bout d'un temps certain, je me suis rendu compte que en faisant des lois et en distribuant des millions ici et là, on ne changeait pas forcément le monde. Hmm. La meilleure façon d'avoir un impact profond et une transformation profonde de nos organisations, c'était d'agir sur les postures des personnes en présence, du directeur jusqu'à l'agent des services hospitaliers, hein, en passant par tous les corps de métier qu'on trouve dans un hôpital. Donc, j'ai bossé depuis là où j'étais au ministère de la Santé sur différents programmes pour essayer d'activer ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. En français, on pourrait dire du pouvoir d'agir. Redonner ça à chaque professionnel hospitalier de sorte à ce que la transformation ne vienne pas forcément des circulaires et des décrets qu'on sorte, mais de l'agilité et la marge de manœuvre que retrouvent les professionnels, chacun dans l'exercice de leur fonction. Donc, j'ai lancé un programme qui s'appelle Hospitalant. J'ai participé à l'équipe dite Article 51. C'est un nom barbare, mais c'est l'équipe ministérielle qui accompagnait des porteurs de projets, d'expérimentation, on va dire, pour changer les modèles de financement, mais aussi les pratiques organisationnelles, etc. Et ça a été un peu le fil rouge de mon parcours. Après, j'ai eu la chance de partir de l'autre côté de l'Atlantique, à Palo Alto, à l'université Stanford, où j'ai travaillé justement dans un incubateur en soins primaires pour incuber moins des projets, mais plutôt des personnes. Et il s'avère que tout au long de mon parcours, mon père, de son côté, lui, qui a un côté un peu geek et à fond du numérique, il a créé, une fois qu'il était à la retraite, un Fab Lab, puisque comme il dit, il n'aime pas la pêche, il n'aime pas aller aux champignons, il n'aime pas la chasse. Donc, du coup, à la retraite, il a créé un Fab Lab. Et, et en fait, on est toujours restés en résonance l'un l'autre, mais sans que pour autant, on ait le projet de faire converger, on va dire, nos cheminements. C'est un peu un concours de circonstances, alors initialement malheureux, mais qui se finit plutôt positivement, on va dire. Donc mon père est tombé très malade et moi je suis rentrée en France pour être auprès de lui. Et au-delà du temps passé avec lui, il avait vraiment le souci du devenir de son Fab Lab, qui est un peu son dernier enfant. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait, c'était l'endroit idéal pour développer du pouvoir d'agir chez les gens, pour redonner
et transformer chacun des citoyens, et là, on n'est plus uniquement dans le champ de la santé, leur redonner du pouvoir d'agir avec ce côté hyper émancipateur qu'il y a à faire soi-même et ce côté un peu cool qu'il y a à inventer un espace qui est en dehors de toute institution et organisation et où, en gros, tout est permis. Et tout est, les anglo-saxons disent flat, il n'y a aucune hiérarchie, tout le monde est légitime à pousser la porte. Et il y a en fait une hybridation des usages, des publics, et ça en fait un lieu hyper propice pour aller vite, inventer un peu des choses un peu tout horizon. Et moi, ça m'a apporté énormément, j'allais dire, de satisfaction par rapport à toutes les frustrations que j'avais accumulées en bossant à l'hôpital et au ministère de la Santé, où en fait, on travaille beaucoup en système clos. On travaille avec les fournisseurs de devices, on travaille toujours avec le même écosystème d'acteurs. Et j'allais dire, on a plutôt tendance à demander l'autorisation avant de faire, alors que là, c'est un peu un collectif de personnes qui sont animées par la même motivation, qui sont pas là par devoir en fait, ils sont là parce qu'ils ont choisi et qui ont envie de changer le monde, quoi. Donc, du coup, c'est comme ça que petit à petit, j'ai rejoint cet endroit et j'y ai trouvé beaucoup de sens. Et j'allais dire un fil rouge avec le cheminement que j'avais moi-même suivi dans le secteur de la santé. Bah, c'est super intéressant ton parcours parce que si je te posais la question sur tes études et ta première partie de carrière dans l'hôpital, c'est parce que j'ai remarqué en regardant les interviews que tu as données à cette époque-là, que justement tu étais déjà porté par comment dire, cette force de vouloir changer les choses, d'être dans l'innovation. En fait, quand on imagine les études pour devenir directeur d'hôpital, souvent, alors excuse-moi, hein, mais je te dis des choses franchement, on imagine des petits hommes gris, quoi, tu vois, des gestionnaires qui font des Excel et des comptas. Et d'ailleurs, le corps médical, en général, se plaint de ce genre de gestionnaire. Et en fait, toi, tu étais déjà animé par cette volonté de faire du changement, de faire de l'innovation. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant ton parcours et évidemment, cette opportunité qui est très loin, on va dire, dans la façon de faire. Hein. Finalement, ça s'est bien trouvé, quoi. Ouais. Alors après, moi, en effet, moi, je me suis dirigée, je vois ce que tu veux dire, Harry, mais donc moi, j'ai fait Sciences Po à Paris et au début, j'ai fait Sciences Po parce que je voulais être journaliste. Après, je me suis rendu compte que, bon, c'était pas trop le truc. Après, je voulais travailler dans les institutions européennes parce que j'avais l'impression c'était la construction européenne, de vivre un moment un peu inédit. Après, j'ai fait un stage au Parlement européen. Je me suis dit, ah non, mais surtout pas, je veux pas faire technocrate. Et je savais pas trop quoi faire. Et j'étais en filière affaires publiques, qui est un peu la filière généraliste. Et j'étais un peu décontenancée par des devoirs sur table où en 4 heures de temps, tu inventes le RSA. Je me disais, mais c'est complètement bullshit. Enfin, c'est immatériel pour moi. Je me retrouve pas du tout là-dedans. Et j'étais très démunie à ce moment-là de mon parcours, même si il y avait des carrières avec des chouettes opportunités et tout. Moi, en fait, j'étais pas du tout alignée. Et un peu par hasard, en fouillant les débouchés, j'ai vu ce truc directeur d'hôpital. Alors moi, il n'y a personne dans ma famille qui vient du monde de la santé. Du coup, j'ai commencé à faire des stages et je me suis dit, mais en fait, c'est un métier potentiellement hyper concret parce que le directeur, il est dans l'hôpital. Je veux dire, au quotidien, il coexiste avec les autres professionnels. Les enjeux, ils sont ultra concrets. Quand tu fais quelque chose, c'est pas, tu inventes un truc hors sol, c'est bah, si c'est la merde, les gens ils viennent te voir dans ton bureau, quoi. Donc je me suis dit, ah, enfin une façon d'avoir un vrai impact euh, dans le monde. Et c'est comme ça qu'un peu par hasard, je me suis retrouvée dans le monde de la santé. Après, très vite, je suis partie au ministère, plus par curiosité de voir l'envers du décor. Et là, je me suis dit, ah, en fait, c'est pas mal. Donc, c'est un peu le paradoxe, parce que c'était tout ce que j'avais fui au moment du choix de mon orientation à Sciences Po.
je me dis, en fait, on peut faire des choses à impact national. Donc j'ai fait des lois, des trucs comme ça. Mais j'ai toujours eu ce questionnement entre l'intention, ce qu'on appelle l'esprit de la loi, et la réalité du terrain. Il y a un gap et tu as beau faire beaucoup de pédagogie. Le but, c'est pas d'avoir une approche dirigée. Et j'avais cet écueil moi-même, en particulier venant de la posture de directeur d'hôpital, de avoir pensé que tout le monde traduirait les choses de la même façon que moi. Et donc, j'ai participé à des réformes d'ampleur, et notamment la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Et très vite, je me suis rendu compte que ce qu'on avait dans la tête, les trois artisans de la réforme, c'était avec une directrice de CHU, Jacqueline Hubert, et un médecin, Frédéric Martineau. Ce qu'on avait dans la tête et la façon dont ça a été mis en œuvre, il y a eu un gap énorme. Malgré tout le temps qu'on a passé sur le terrain, on a fait le tour de France, des conférences, des échanges, etc. Il y avait un gap énorme. Et 100% des groupements hospitaliers de territoire qui n'était pas une coquille vide, c'était lié à des questions de posture. Et 100% de ceux qui étaient des coquilles vides, c'était aussi lié à des questions de posture. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut déverrouiller le mindset innovateur et entrepreneurial chez les gens, plutôt que d'essayer d'inventer la bonne réforme et la bonne organisation. Le sujet, le hack à faire, c'est pas de trouver, craquer le code avec l'organisation super, c'est d'arriver à déverrouiller le mindset du plus grand nombre de personnes pour qu'ils se sentent innovateurs, puisque je pense qu'une majorité de gens ont le potentiel d'innovation, mais encore faut-il qu'ils se reconnaissent comme légitimes et capables, et qu'ils y voient le plaisir aussi à agir de cette façon-là. Donc voilà, moi, ça a été ça mon cheminement. Bah, écoute, c'est super parce que c'est ce potentiel, de créativité qui est en chacun de nous. En fait, bon, on va pas faire de l'école bashing, mais en fait, effectivement, le système fait qu'en petit à petit, on le refoule dans l'inconscient quelque part, mais en fait, les gens sont créatifs au quotidien. Quand on résout des petits problèmes au quotidien, on fait preuve de créativité sans même s'en rendre compte. Il faut Ouais. juste permettre aux gens de le conscientiser, se dire: «Ah, je suis créatif», et peut-être même, le développer, et donc ça, c'est effectivement, c'est très intéressant. Et donc tu te retrouves à l'établi. C'était en quelle année que tu arrives à l'établi? Pardon? Et je suis arrivée il y a 1 an. Ah non, d'accord, OK. Donc c'était après la vague du Covid. Ouais. Hem, mais tu peux évidemment nous parler un peu de ce qui s'est passé, comment l'établi a contribué. On en reviendra sur ce point parce que c'est quand même très, très important. La contribution des Fab Labs, et en particulier de l'établi, je dirais, à subvenir au manque de matériaux, de dispositifs, les masques, les visières. Enfin, vous avez fait un travail énorme, et personne, j'imagine, personne ne vous a rendu hommage depuis, ou très peu, mis à part au moment de la crise, évidemment, les journaux en ont parlé, mais depuis, on vous a oublié, et j'ai appris quelque chose de complètement dingue, mais on en reparlera pile poil quand on parlera de ce sujet un peu plus tard. C'est presque, on va dire, un coup de poignard du gouvernement ou du système contre les Fab Labs, mais ça, on en parlera. Je tease un peu, mais euh, est-ce que tu veux directement passer les diapos ou on continue un peu l'échange? Comme tu veux, moi je peux montrer un petit peu pour expliquer c'est quoi l'offre et comment ça marche un Fab Lab. Mais, Ouais, et mais oui, et puis avec plaisir. C'est quoi les Fab Labs? Parce que là, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent, ne savent pas ce que c'est. Euh, alors peut-être je vais commencer par là. Donc, alors, je te laisse mettre la. Oui, bien sûr. Voilà, cool. Donc, déjà, les Fab Labs, le premier Fab Lab, il a ouvert en 2001 au MIT. Donc, Fab Lab, c'est Fabrication Laboratory, c'est en français laboratoire de fabrication. C'est un espace pour faire, c'est un laboratoire pour prototyper, en gros, hein. C'est vraiment un atelier de prototypage. Et à ce moment-là, le concept, il prend son envergure, puisque une charte des Fab Labs est créée et explique un peu, d'une part, quel doit être l'équipement minimum, puisque c'est centré sur la fabrication numérique pour donner plus d'agilité dans le prototypage. Et, point important, c'est un lieu ouvert à tous.
donc où on trouve cette hybridation des usages. Donc le premier Fab Lab, c'est au MIT en 2001. Le premier Fab Lab en France, c'est à Toulouse, c'est Artilect, c'est en 2009. Et nous, l'établi, on est ouvert au public depuis 2017. Donc, les Fab Labs, ce sont justement ces espaces de prototypage avec des machines à commande manuelle, mais aussi des machines à commande numérique, et où n'importe qui est légitime à venir fabriquer ce qu'il veut ou prototyper, faire de la recherche et du développement. Donc concrètement, les Fab Labs, ils s'adressent à 3 publics. Les professionnels, que ce soit des entrepreneurs solos ou des entreprises multi-employés, le grand public et les institutions. On va y revenir sur le Covid, les institutions, justement, c'est là qu'on a joué un rôle important. Et les Fab Labs, ils proposent en gros 5 types de services. Le premier, c'est atelier partagé, accès aux machines, en fait, à tout le monde. Le deuxième, c'est manufacture, et c'est là qu'on y reviendra sur le côté Covid. Il vient en complément du premier. Le premier, c'est vraiment l'ADN, c'est n'importe qui vient faire lui-même. Après, on peut aussi être une petite manufacture de proximité en fabriquant nous-mêmes. Alors nous-mêmes, ce sont qui? Ce sont les salariés du Fab Lab, qu'on appelle en général les Fab Managers, mais aussi la communauté des utilisateurs, les makers, qui vont s'organiser de façon solidaire pour prendre des commandes de personnes qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le temps de venir faire elles-mêmes. Après, on fait des animations, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas un projet de fabrication eux-mêmes ou qui n'ont pas une commande à nous passer, mais qui ont envie de vivre l'expérience du Fab Lab, puisque le Fab Lab, ce n'est pas que le produit qui sort qui compte, c'est l'expérience vécue au cours du processus et qui est en fait une expérience de l'innovation, tout simplement. Donc, on propose des animations pour des entreprises, c'est du team building. Pour du grand public, c'est des ateliers do it yourself. Pour des institutionnels, c'est des ateliers de remise en confiance. Et en fait, c'est chaque fois le même processus. On passe par une phase un peu de brainstorm et d'inspiration pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ensuite, on fait de l'idéation. Ensuite, on fait du prototypage. On se plante, on ajuste, on fabrique, voilà. Souvent, on fait des challenges aussi collectifs. Donc, c'est de la fabrication collaborative. Chacun va fabriquer un élément différent. Et donc, en fait, c'est un processus au terme duquel on se rend compte parfois en 2 heures de temps qu'on a fabriqué un objet qui peut être vendu dans n'importe quel concept store parce qu'il est ultra design et avec des finitions de ouf, alors qu'on n'avait pas du tout ce background-là. Les logiciels sont accessibles, les machines sont faciles à prendre en main. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est pas de proposer uniquement le produit de sortie, c'est de proposer l'expérience. Ce sont les animations. On fait des formations. Il y a quelques Fab Labs en France qui sont organismes de formation. Nous, ce n'est pas notre cas. On travaille étroitement avec des organismes de formation, notamment l'école Simplon, qui est une école d'inclusion par le numérique. Donc, on propose toute une série de formations pour prendre en main les logiciels, mais aussi les machines, etc. Et puis, on fait de l'ingénierie. On travaille un peu comme un bureau d'études pour diffuser, j'allais dire, notre savoir-faire et les spécificités qu'on a, que sont l'agilité, la capacité à aller vite d'une part, l'innovation ouverte d'autre part, qui sont autant de sujets sur lesquels on a acquis une expertise et pour lesquels on vient nous chercher aujourd'hui. Donc, ça, c'est un peu… Vas-y, oui. Alors, peut-être tu vas y répondre peut-être dans d'autres slides, mais si je me permets peut-être de poser une question. Donc, il y a, en termes de conception, on va dire qu'il y a deux philosophies. Je tape à la porte de votre Fab Lab ou des Fab Labs et j'ai un projet, je connais les techniques et je sais, donc je suis autonome et vous me mettez à disposition les outillages et les machines. Donc, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je peux vous envoyer carrément un cahier des charges à la façon d'un bureau d'études d'ingénierie et éventuellement vous prototyper pour moi à façon sur demande. Exactement, exactement, c'est les deux. Ou ça, c'est si tu as besoin d'un produit. Si tu as besoin d'une expérience, et où là, le produit, il va compter à la fin, mais
Si, on bascule sur formation, voire animation, voilà. Ah bah voilà, donc ça c'était, on va dire, oui, c'est très intéressant que comment dire, tu soulignes ce point. C'est-à-dire, je peux venir avec un projet, mais je ne connais pas forcément bien les outillages, et je peux travailler en co-création avec vous. Donc ça, c'est, on va dire, Exact. ouais, ça c'est Ouais. génial. En fait, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que les gens, ils viennent nous voir pour un projet ou pour une machine. Genre, j'ai besoin d'une découpeuse laser, ça coûte une blinde, est-ce que je peux utiliser la vôtre? Ils viennent nous voir pour un projet ou pour une machine et en fait, ils restent pour l'expérience et la Mmh. communauté. Génial. La création de valeur du Fab Lab, au début, on dit imprimante 3D, tout ça, c'est cool, hein, en vrai. Mais c'est et moi qui viens du monde de l'hôpital ou de la technostructure, l'essentiel, en fait, il réside pas tant dans les machines, mais il réside dans les façons de faire, Mmh. dans l'atmosphère, l'ambiance. Donc, les Fab Labs font partie de cet écosystème qu'on appelle les tiers-lieux, où la convivialité prime, où la solidarité, l'entraide, le partage, l'échange de pratiques prime aussi, où la mise en relation avec une communauté de makers qui sont en fait tous des gens qui ont envie de hacker le monde à leur échelle. Hein. Et en fait, c'est ça que les gens viennent chercher. On est aussi des structures un peu en marge où on n'est pas là à se demander est-ce qu'on a le droit de faire. Nous, on est une structure associative. En vrai, on fait un peu ce qu'on veut. Et c'est Mmh. comme ça aussi qu'on s'est retrouvés, peut-être pour introduire le sujet du Covid. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en première ligne au moment du Covid. Nous, on est un acteur hyper implanté dans la cité, dans la ville. On est apolitique, à religion. On travaille en fait avec tout le monde. Nous, on considère l'individu ou les grappes d'individus comme des citoyens, quels qu'ils soient. Ils peuvent travailler à l'EHPAD, avoir un restaurant, un commerce de CBD, peu importe. Nous, c'est tous des potentiels makers. Mmh. Et donc, on a cette implantation locale très forte. On n'est pas du tout une multinationale. On ne cherche pas des marchés en dehors de notre territoire, mais on travaille avec les gens qui poussent la porte du lieu. Et c'est comme ça que, au moment du Covid, qui a été une période dramatique du point de vue des victimes hein, de cette pandémie, mais qui a d'un autre côté eu ça a été quand même un moment un peu enchanté où c'était tellement le chaos que tout le monde avait le droit de prendre des initiatives. Mmh. Et les gens, en particulier dans les établissements de santé, ils se demandaient plus est-ce que j'ai le droit de faire ça. Il y avait une présomption de confiance qui était donnée, puisque en fait le système, la machine n'arrivait plus à réguler toutes les autorisations et les actions qui pouvaient être entreprises. Il y avait une présomption de confiance et tout le monde s'est mis dans cette posture du maker, du hacker et de l'innovateur. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Et nous, il y a une nana de l'EHPAD qui est à quelques centaines de mètres qui s'est dit est-ce qu'on peut fabriquer des trucs pour nous aider? Et donc, c'est comme ça que nous, on a commencé. Alors, je vais peut-être aller directement. Voilà, c'est comme ça que nous, on a commencé parce qu'on avait cette agilité qu'eux, ils n'avaient pas le temps de se retourner vers des fournisseurs de devices ou quoi, qu'il ne s'agissait pas d'avoir des autorisations, qu'on s'est retrouvé à prototyper et fabriquer des visières de protection. D'abord pour les professionnels de l'EHPAD, puis en fait ça a tellement bien marché et on a été sur un modèle d'innovation verte avec des modèles, des plans, des pièces qui étaient partagés pour une fabrication distribuée France entière. Et donc, chaque Fab Lab, avec ses équipements, imprimantes 3D, découpeuses laser, en mettant aussi à disposition les machines à coudre, c'est parce qu'il faut se rappeler toutes les couturières qui sont mises à fabriquer des masques, etc., sont devenues un peu un lieu de premier plan où on a su réagir très vite et donc équiper. Alors, nous, à Souston, on est dans le sud des Landes, l'intégralité des personnels des EHPAD du coin. Et puis, quand on est sorti de confinement, on a équipé l'ensemble des restaurateurs du front océanique, là, à Cabreton, tous les restaurants et au Segor étaient équipés par nous. On a tourné en fait non-stop pour fabriquer des visières.
c'est pas un modèle économique c'est pas un business sur lequel on s'est dit on va faire une chaîne et ce sera notre nouveau business. Nous, on est un acteur de la transition. Donc, on réagit, on agit vite. Après, on ne tire pas un business de ça comme une entreprise traditionnelle qui a prototypé ou innové un truc et qui lance une chaîne de fabrication et qui va marger ensuite une fois en mode croisière. Nous, après, on s'est arrêté et dès qu'il y a eu des industriels capables de reprendre le flambeau, on leur a volontiers laissé. Parce que nous, on n'a aucune vocation à se transformer en usine. On est vraiment un atelier de prototypage, un atelier de réactivité, en fait, où on aime à dire qu'on prototype le monde d'après. Mais on est vraiment sur ce créneau-là. Alors là, je voudrais juste rebondir parce que là, c'est ton humilité peut-être qui ne veut pas aller plus loin. Mais moi, dans le fascicule que tu m'as envoyé pour que je puisse me documenter sur les Fab Labs, il y a un épisode qui m'a marqué, c'est que justement les Fab Labs se sont mobilisés pour fabriquer ces visières pour les hôpitaux. Ouais. Euh, et, et, au moment où vous étiez prêt donc à donner le livrable, là, les industriels sont venus et ils ont dit non, non, ils ont joué les normes, c'est pas aux normes, les hôpitaux vont s'occuper chez nous. Et donc, vous avez eu plus d'une tonne de visières sur les bras. Donc, heureusement, d'après ce que tu me dis, vous avez réussi quand même je dirais, à trouver une autre application pour les restaurateurs et donc tout le monde en dehors de l'hôpital. Mais quand même, ce petit coup de poignard, je trouve très révélateur, je dirais, de ce qui se passe malheureusement. Ouais, après, bon, nous, on n'est pas aigris par rapport à ça parce que nous, on a apporté quelque chose que les industriels n'étaient pas capables d'apporter, cette agilité, cette réactivité, cette capacité à travailler main dans la main avec des utilisateurs localement. Nous, c'est l'équipe de l'EHPAD, quoi, enfin, qui était là, qui était dans nos murs, en fait. Donc, nous, on a apporté quelque chose qu'eux sont incapables d'apporter parce que même s'ils connaissent leurs clients, ils ont ce côté moins ancré localement et moins imbriqué avec les clients et les utilisateurs. Nous, moi, comme je dis, on n'avait pas vocation à piquer un business et devenir un fournisseur de devices. Donc, une fois que le système, avec son temps de réaction, a été capable d'apporter une réponse, on leur laisse volontiers la place. Et disons qu'on n'est pas forcément en demande de créer des monopoles, puisque la culture des Fab Labs, elle vient du monde des hackers, elle vient du monde du libre, elle vient du monde des communs. Donc, si c'est pour nous faire rentrer dans ce modèle-là, non merci. Et localement, en fait, on est capable de trouver des débouchés, des usages. Voilà. La logique, nous, c'était pas de rentrer un produit dans un marché, c'était d'abord de répondre à une demande à laquelle personne n'était en capacité de répondre, faute d'agilité, faute aussi d'ancrage territorial, puisque nous, on a tous ces capteurs en temps réel de quel est le besoin immédiat, même si c'est un besoin de petite échelle. Donc voilà. Formidable. C'est vraiment bon, il y a pas que les visières, hein. Les Fab Labs ont fabriqué des masques, ils ont fabriqué des blouses, ils ont fabriqué énormément de choses pendant la crise du Covid. Donc, c'était peut-être l'occasion peut-être de leur rendre hommage et de les remercier pour ce qu'ils ont fait pendant cette période. Parce que vous êtes vraiment des structures qui ne sont pas vraiment connues du grand public. Et donc, alors, je n'ai pas vocation, évidemment, de rendre ça avec l'audience de ma petite chaîne YouTube, mais c'était quand même important de vous rendre hommage pour cette dévotion et ce que vous avez fait pendant cette période très particulière de l'histoire moderne que nous avons connue il y a 2 ans. Quoi. C'était avant-hier, hein, 2 ans. Ouais. Peut-être on va le revivre, hein, on ne sait jamais. Hein, donc voilà, ok. Bon, bah, ça, c'était vraiment formidable. Si on revient un petit peu maintenant sur le chaudron. Juste dire, je ne sais pas si on pourra mettre le lien quelque part, mais il y a un ouvrage collectif du coup qui a été écrit qui s'appelle Homemade, qui est sur le mouvement maker en Nouvelle-Aquitaine spécifiquement justement au moment de la crise Covid, qui est un ouvrage téléchargeable gratuitement. Peut-être que pour ceux que ça intéresse et qui veulent approfondir le sujet, partager le lien quelque part. C'est celui que tu m'as communiqué, que j'ai lu cover to cover. Très, très intéressant. Bien sûr, je le mettrai dans la description et dans l'article de blog. C'est vraiment très, très intéressant. Et d'ailleurs, c'est dans ce livre que j'ai eu comment dire, le cas de figure de l'abandon de la demande des hôpitaux.
et que vous avez 1,5 tonne sur les bras, quoi. C'est quand même, enfin, c'est quand même assez impressionnant comme chiffre pour des petites structures comme ça qui sont mis comme ça. Enfin, comment dire, c'était vraiment un devoir, quoi. Vous êtes mis là-dedans pour pallier un manque étatique. Et au moment de rendre le résultat, ben là, à ce moment-là, on vous dit non merci, c'est pas aux normes. C'est quand même incroyable. Enfin bon, euh, ok. Bon, bah écoute, on va revenir un petit peu sur la manière dont on travaille avec le Fab Lab. Donc on a vu qu'il y avait aux deux extrêmes de la manière de travailler. Je viens, je suis autonome, je connais tout par cœur. On va dire, je loue à la journée ou les machines, etc. Tu vois, et à l'autre extrémité, je vous envoie un cahier des charges et voilà. Mais entre les deux, c'est là où on récupère le plus de valeur, c'est-à-dire de venir avec vous en disant, écoutez, j'ai peut-être une problématique, une idée, est-ce qu'on peut le co-concevoir ensemble? Et ça m'intéresse. Je voudrais savoir comment vous travaillez cette co-conception, co-création avec les idéateurs. Alors, bon, déjà, je dirais, il y a différentes phases. Avant que les gens viennent nous voir avec une idée, nous, pour activer la posture maker chez le grand public, on fait ce qu'on appelle des ateliers do it yourself. Donc, les gens, ils vont venir faire des petites choses, quoi, genre, viens fabriquer tes boucles d'oreilles, quoi. Et sur un atelier de 2 heures, on les fait passer sur, alors peut-être je vais revenir, voilà. On les fait passer sur l'ensemble des équipements qu'on a. Donc, on a du logiciel, de la conception 3D, de l'illustration vectorielle, on a de la découpeuse laser, on a de l'imprimante 3D, on a de la fraiseuse numérique, bois, métal, on a des traceurs, on a de l'impression textile, de la brodeuse numérique, des ateliers d'électronique, de soudure, de programmation aussi, on fait pas mal d'Arduino. Donc, en fait, les personnes, tu vas avoir soit ceux qui sont là et qui disent je veux faire de l'Arduino, est-ce que je peux venir chez vous? Et on a tous ceux qui savent pas ce que c'est, quoi. Ou qui savent pas ce que c'est, par exemple, qu'une découpeuse laser. Donc, on fait déjà, nous, des ateliers pour un peu capter les gens et leur faire vivre une expérience de A à Z où, ben, en fait, en 2 heures, ils ont manié de l'illustration vectorielle, ils ont fait de la découpeuse laser, etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils peuvent fabriquer un produit de qualité, j'allais dire, industriel, qui pourrait tout à fait revendre soit sur des marchés, soit dans un concept store et tout ça. Et donc, c'est pas le collier de pâtes, quoi, en gros, hein, si je caricature. Donc là, on active chez eux la fibre maker et ils commencent à entrevoir le champ des possibles, de tout ce qui est possible. Parce que quand on vient avec une idée, c'est pas pareil que quand on pratique le lieu, les machines et qu'on se rend compte que, en fait, putain, mais ça, je l'ai acheté sur Amazon, j'aurais pu le faire, quoi. Donc c'est ça l'idée, c'est aussi leur faire se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin des autres et qu'il y a plein de choses, si tu y mets un peu de temps et de toi, que tu peux faire toi-même. Et il y a le côté en plus hyper gratifiant dans la démarche de devenir un maker. Donc ça, c'est le premier temps. Après, ils ont identifié probablement des besoins et ils vont revenir nous voir. Soit ils sont complètement autonomes et on a une grappe d'artisans d'art, d'artistes plasticiens qui viennent utiliser nos machines parce qu'ils n'ont pas la surface de production pour s'acheter leurs propres machines. Certains de nos équipements coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein. Et donc, eux, ils sont autonomes et on fonctionne vraiment quelque part comme une coopérative où ils viennent faire du temps machine. Mais inversement, eux, ils sont là dans une position aussi de mentorat et de partage de Ça, c'est savoir-faire, génial. voilà, avec les autres utilisateurs. C'est-à-dire que si tu viens et que tu as une question, certes, tu as des femmes managers, mais surtout, tu as quelqu'un qui est pro et autonome sur une machine. Et en fait, tout est designé dans l'expérience pour que tu oses lui poser la question, est-ce que je peux regarder comment tu as fait ça? Ouais, toi, tu fais ça, etc. Après, on prend en résidence aussi des personnes avec des projets et on va, nous, les accompagner pas à pas, toujours dans cette logique de c'est toi qui fais. Donc, on a eu
des équipes qui sont venues, j'allais dire, faire, alors je crois que j'ai des diapos, voilà, des équipes qui sont venues faire des recherches sur du design de gants de boxe avec des capteurs, etc. On a des équipes, donc ça c'était les visières, des entreprises aussi locales qui viennent tester la fabrication sur des nouvelles matières. Donc ça, par exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Waste Me Up qui recycle les drèches de brasserie. Les drèches, c'est le déchet humide qui reste une fois que tu as brassé la bière. Mmh. De le jeter, est-ce qu'on peut pas faire des matières et que les Génial. matières réagissent aux machines, et en fait, c'est retour à l'envoyeur. On fabrique des objets qui servent à consommer de la bière, que ce soit des verres, des sous-bocs ou des décapsuleurs. Toute cette partie recherche, elle est faite avec nous. Donc là, c'est des designers de lunettes qui viennent tester aussi, des architectes. Donc on a en fait un champ d'utilisation et de fabrication qui est hyper large. Ça, c'est deux artistes qui utilisent le lieu un peu comme une résidence d'artistes pour fabriquer leur décor, leur création artistique, qui est un mélange d'art plastique, de la matière, mais aussi d'art numérique, puisque toutes leurs créations comportent de l'Arduino et réagissent au toucher, au bruit, etc. Et en fait, le fait qu'ils utilisent le lieu qui se trouve là, nous, on est amené à leur donner des conseils, on est surtout amené à les accompagner pas à pas dans leur processus, et puis surtout, ils sont là accessibles à tous les autres utilisateurs. Et donc, les gens vont interagir, questionner, leur demander qu'est-ce qu'ils font, etc. Et ça va en fait enrichir leur projet. C'est pas forcément des contributeurs, mais ça va être en fait un peu comme des capteurs de réaction. Une entreprise qui est là, qui est dans un coin en train de faire sa recherche sur son codebox, et d'autres utilisateurs qui viennent les interroger, ça les amène en fait à, dans leur processus itératif d'idéation, à se rendre compte ce sur quoi les gens réagissent, qu'est-ce que je peux ajuster. Il y en a qui iront de leurs petits conseils ou pas. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui est cool dans la façon de faire et l'expérience proposée dans le lieu, c'est cette hybridation des usages et la possibilité de s'exposer aux autres, en fait. Sur ce que tu viens de nous exposer alors le mot est un peu gros, mais dans le process, mais c'est bon, fallait bien que j'utilise un mot, mais c'est le point initial. Moi, ça m'a de suite capté quand tu m'as dit, quand quelqu'un vient avec une idée qu'il n'est pas forcément autonome, la première chose que vous faites, c'est vous lui faites passer de machine en machine pour qu'il devienne un petit peu autonome, Ouais. même un peu beaucoup. Et ça, je trouve ça remarquable parce que c'est, comme je suis moi de formation scientifique, je sais que les jeunes scientifiques, donc doctorants, postdoc, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive dans le laboratoire, un nouveau microscope, un nouveau je ne sais pas quoi, on se précipite pour apprendre à s'en servir, même si on n'a pas d'idée, de projet dessus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la technique permet la science, et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est la technique, c'est apprendre une nouvelle technique, l'usage d'un nouvel outil qui va nous, comme tu le disais, ouvrir le champ des possibles pour nous Exact. poser de nouvelles questions. Et ça, c'est génial ce que vous faites, parce que c'est vraiment une démarche presque qu'on retrouve dans les laboratoires de sciences dures, quoi, expérimentales, où les jeunes scientifiques essayent de se tenir à jour, enfin même pas à jour, ils sont curieux de nouvelles technologies qui arrivent dans le laboratoire et veulent apprendre à s'en servir parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils feront une meilleure science. Donc, ils vous une meilleure conception de nouveaux objets, de nouvelles créativités. Et juste un deuxième point, tu parles souvent du mot hacker. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire, mais peut-être qu'on peut préciser que le mot hacker, c'est pas quelqu'un qui va bidouiller l'ordinateur et venir rentrer dans les serveurs de la NSA. Non, ça c'est pas des hackers, ça c'est une activité criminelle. Le mot hacker veut dire simplement résoudre des problèmes de manière créative. Exactement. Voilà, donc ça c'est. Ouais, et ou aussi se réapproprier un objet, un usage pour en faire autre chose. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'en ai un d'exemple, mais tout bête, parce que les petits exemples, c'est ceux qui. Là tu as un chignon. Les jeunes femmes utilisent souvent un peigne pour
pas, pour bloquer leurs cheveux. Bah, ça, normalement, le pain, il n'est pas fait pour ça. Bah, ça, c'est un hacker, c'est une manière créative de se servir d'un objet pour autre chose. de Bah, ça, détourner un c'est usage, voilà. exact. Et donc, en fait, détourner un usage, ça veut dire reprendre la main sur l'objet ou l'outil et tous ses potentiels. Et pas juste suivre un mode d'emploi. Et donc, c'est ouvrir le champ des possibles. Mmh. Donc, oui, un exemple, nous, on a une valence assez forte dans le Fab Lab qui est liée au territoire, aux usages, au profil des Fab Managers. On est très orienté design d'objets. Mmh. Donc, bah, par exemple, nous, on a hacké un fût de bière pour en faire un tabouret design. Mmh. Un fût de bière, ça part à la poubelle. C'est à la fois du plastique, du métal, donc c'est pas recyclé comme il faut. Ben, en fait, on peut le upcycler, comme on dit dans la mouvance, et détourner son usage pour en faire toute autre chose. Donc, on a tous vu ça aujourd'hui. C'est omniprésent dans les concept stores, des objets qui sont Mmh. détournés de leur usage pour en faire autre chose. Et ben, ici, c'est exactement ce que tu peux faire. Voilà. Ouais, c'est génial, parce que en plus, cet exemple que tu donnes me rappelle un ami à moi qui avait détourné, des cagettes de marché pour alors il a repeint, il a vraiment pimpé le truc pour en faire des objets de décoration et bon là, c'est pas ça va pas parler aux gens, mais ce que tu dis là, moi, ça me parle parce que je trouve ça vraiment, vraiment très, très, bah, ça montre vraiment ce que l'être humain est capable de faire, de sublimer les choses avec, juste son jus de cerveau et un peu de collaboration avec d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde, c'est formidable. Alors après, nous, peut-être pour compléter aussi, euh, alors où est-ce qu'on peut le voir? Je cherche peut-être sur les photos du lieu. Bon, ça c'est un peu le lieu, ça se voit pas de ouf sur ces photos, mais le lieu, il est aussi conçu pour être en auto-usage, puisque Mmh. activer les postures d'innovateurs, mais aussi les postures entrepreneuriales, c'est d'abord designer une expérience pour que la personne soit en situation de faire par elle-même. Donc nous, le lieu, l'histoire du lieu, on est sous les combles. C'était un vieux truc un grenier quoi, de stockage qu'on a récupéré le lieu. Il y avait 2 centimètres de poussière au sol et des, enfin, des déchets entreposés, voilà. Et donc, on a conçu le lieu pour optimiser l'espace. Donc, toutes les parties qui sont latérales où il y a moins de hauteur sous plafond, qui sont des murs en fait, c'est des tiroirs. Mmh. Et sur chaque tiroir, alors là, on peut le voir, il y en a un qui est un peu ouvert. Il y a des mots écrits dessus et sont rangés des équipements, etc. Le lieu, il est en auto-usage grâce aux mots qui figurent sur les murs. Tout le monde sait où trouver quoi et Mmh. doit se servir. Nous autres Fab Managers, on est là pour veiller au bon usage et que les gens y rangent. On n'est pas là, j'ai besoin d'une perceuse, je viens de te voir, est-ce que je peux utiliser une perceuse? Moi, Clem, je vais aller la chercher, etc. C'est, bah, tu cherches outillage et tu tires et tu as le droit. Et donc, en fait, c'est aussi en ce sens que je pense que les Fab Labs génèrent des postures. C'est que, par définition, tu as le droit de toucher à tout. Et c'est conçu justement pour que ce soit chercher-trouve un peu. Et donc, rien que dans cette façon-là d'avoir designé l'espace et l'usage, on participe aussi de l'activation des postures d'innovateurs et d'entrepreneurs, c'est-à-dire je ne fais pas que ce qu'on m'a autorisé à faire et à toucher, j'ai le droit de regarder partout et d'ailleurs ça va me donner des idées. Il y a d'autres personnes qui sont là, j'ai le droit de les regarder, de parler avec. Quand je suis bloquée, ben, en fait, il va falloir un moment que j'ose demander de l'aide et je peux demander de l'aide à mon voisin qui est venu faire toute autre chose. Et donc, en fait, nous, on voit se développer, alors non seulement des habiletés sociales chez des personnes qui en, en manquent peut-être un peu, mais aussi et surtout euh, une prise de confiance et une soif en fait d'aller craquer le code du monde, quoi, hein, d'aller j'allais dire faire des choses et, et entreprendre et oser, quoi. C'est formidable ce que tu dis encore une fois parce que parce qu'on sait aujourd'hui avec les exemples qu'on connaît, notamment chez Google et d'autres, que l'architecture d'intérieur, l'ergonomie pensée
peut amener les acteurs qui sont dans une organisation à être créatifs, à être innovants ou pas. Et ça, aujourd'hui, c'est prouvé, des études qui le montrent. Et on le voit bien, par exemple, à l'école, on met les enfants sur des chaises dès la première année, ils sont dans des silos et ils regardent le tableau et la maîtresse ou le maître d'école. Et ça dure jusqu'aux études supérieures. C'est-à-dire, on est dans des silos, personne ne se parle. On n'a pas le droit de se parler pendant les cours, évidemment. Pendant la récré, oui, mais la récré, finalement, c'est pas là où la créativité est constructive. Là, les enfants jouent, se défoulent. Mais pendant le moment où ils doivent être intelligents au sens créatif du terme, eh ben, on leur interdit de le faire. Et ça, malheureusement, on le fait pendant une vie entière quasiment. Ouais. Et on redécouvre aujourd'hui que si on agence l'espace de vie, l'espace de travail des gens à manière à ce qu'ils soient créatifs, ils le sont. Et là, en termes de résultats, on a des choses extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment, vraiment formidable ce que vous faites. Est-ce que tu veux que je développe, que je montre un peu plus peut-être des visuels ou tu voulais qu'on Ah, aborde? avec grand plaisir. Si tu as des choses à nous montrer, montre. Donc ça, Moi, c'était je les suis client, hein, tu sais. Ça, c'est des lieux de vie aussi, les Fab Labs. Donc, on fait pas mal d'événements. On l'utilise comme showroom pour justement des créateurs. Et l'idée, c'est d'arriver à faire hybrider les usages et pas être juste un atelier de fabrication pour aussi amener le plus grand nombre à s'approprier le lieu. On a un café, voilà, donc on essaie aussi d'être au maximum ouvert parce que c'est quand même un milieu un peu confidentiel vers le plus grand nombre. Donc ça, j'en ai parlé, on en a parlé. Ça, c'est des exemples d'usage du lieu. Donc, on a des archis qui viennent faire leurs maquettes. On a des artistes plasticiens, donc qui du coup viennent utiliser par exemple nos machines aussi pour fabriquer des pochoirs ou des découpes. Et après, donc ça c'est Alabama Sauvage, une artiste locale qui est fresquiste, qui vient du monde du graffiti. Et on se dirait, bah, en fait, elle travaille dehors avec ses bombes de peinture. Ben non, pas que. Elle vient aussi utiliser la fabrication numérique pour s'outiller, pour réaliser ses fresques. Et ça, c'est assez cool parce que quand on a Alabama qui est ici et une entreprise qui vient parce qu'elle nous a commandé une autre pièce, et ben des fois, il y a des matchs qui se font et Alabama elle va se mettre à designer une étiquette ou je ne sais pas quoi pour l'entreprise. Donc, c'est aussi un lieu de brassage et de rencontre grâce au fait qu'il n'y ait pas un public unique. Ça, c'est assez cool aussi. C'est Béroy, donc Audrey, qui travaille chez nous sur toutes les représentations de la femme. Donc, elle fait des clitos, des seins. Et notamment, elle fabrique à l'imprimante 3D des clitoris grandeur nature pour les détourner ensuite en œuvre d'art. Mais c'est assez génial parce que quand tu as d'autres utilisateurs qui sont dans le lieu et qui en fait ont jamais vu un clitoris anatomique et qui plus est grandeur nature, ça donne lieu à des échanges extraordinaires. Euh, donc bon, là c'est d'autres exemples d'applications, la fabrication de broches en bois, ça j'aime beaucoup cette histoire. Donc Pascal, alias PB Speakers, il voulait, il en avait marre, il avait besoin, il y avait un son pourri sur sa télé, donc il voulait un ensemble audio pour sa télé. Et en faisant c'est un peu un esthète acoustique, il a l'oreille assez fine. En allant dans des magasins, mais soit il trouvait des trucs méga beaux, mais avec un son pourri, soit des trucs avec un son génial, mais franchement hyper moche. Donc, il avait un peu de temps libre à ce moment-là. Il s'est dit, je vais essayer d'acheter mes composants et fabriquer moi-même mon enceinte. Et il avait besoin d'une petite pièce à l'impression 3D. Il est venu dans le Fab Lab parce qu'il cherchait une imprimante 3D. Et là, il s'est rendu compte des autres machines, notamment la graveuse découpeuse laser, dont il n'avait jamais entendu parler de sa vie. Et il a un background de graphiste. Il a compris qu'en fait, avec de l'illustration vectorielle, et ben, en fait, tu peux passer à l'objet, de la découpe et de la gravure. Et là, un monde s'est ouvert pour lui. Et donc, il a commencé à designer des habillages
en bois, plexi, cuir, etc. Et en fait, aujourd'hui, Pascal, il a sa boutique donc à Cabreton et il commercialise ses enceintes avec sa marque PB Speakers, alors qu'à la base, il venait juste pour fabriquer une paire d'enceintes pour chez lui et sortir une pièce à l'imprimante 3D. Et je mettrai ma main à couper qu'il y a il y a une demande internationale sur Mais des objets de cette aujourd'hui, qualité. il est approché pour revendre ses ensembles dans des boutiques à Paris, à Lyon, voilà. Et Pascal, en fait, il est devenu. Alors, on a la chance parce qu'il a choisi de garder, de pas faire ça à temps plein, de garder un volume de production limité. Donc, il est aussi l'un des membres de notre équipe. Il est Fab Manager à mi-temps chez nous. Il transmet en fait son histoire, son expérience. Mais Pascal, c'est l'exemple typique du gars qui est venu et qui a découvert toutes les potentialités d'un Fab Lab et qui a fini par prendre confiance, développer son produit et aujourd'hui être un peu en vitrine de ce qu'on est capable de faire. Mmh. Ça, c'est des exemples de lampes qu'on fabrique sur un atelier de 2 heures dans des ateliers do it yourself. Et les gens, ils arrivent, ils ont limite jamais touché à un ordi ou quoi. On fait ces ateliers aussi beaucoup avec les missions locales ou des ateliers chantiers d'insertion, des personnes qui sont un peu en errance dans leur parcours éducatif ou professionnel. Et en 2 heures de temps, ils ont fabriqué des objets de ce type. Il y a l'objet, mais il y a aussi l'impact sur la personne en termes de remise en confiance, de reprise de pouvoir. Et puis de se dire, mais en fait, je pourrais trop faire plein de trucs et aller faire des marchés ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi ça, c'est pas que l'innovation de pointe, on travaille vachement les postures aussi. Ça, c'est un prototype de sac à main qu'on a fabriqué. Donc, voilà, ça c'est JB qui a sa boutique de CBD et qui, lui, à la base, il est commercial. Ben, en fait, il est venu fabriquer tous ses présentoirs pour ses huiles. JB, typiquement, pour rebondir sur une discussion qu'on avait tout à l'heure, Harry, il est venu, il avait son idée, il voulait nous passer commande, fabriquez-moi mon truc. Il a dit, bah, tu sais, JB, ce serait cool que tu le fasses toi-même. Il dit, ah non, mais c'est trop compliqué pour moi. Moi, en plus, les ordis, ça bug toujours avec moi. Il a dit, écoute, tu sais, tu peux déjà fabriquer juste un porte-clés, un petit porte-clés. Comme ça, tu vois le process de A à Z. Ça se passe comment sur le logiciel, ça se passe comment sur la machine. Il y a très peu d'enjeux en termes de design. C'est un rond avec un logo au milieu, hein. Mais tu vas passer à travers chacune des étapes et comprendre le système d'ensemble, du logiciel à la machine, au produit, à son assemblage. Ouais, ça me saoule, j'ai pas le temps. Bon, allez, va, je fais un porte-clés. Et en fait, c'est hyper addictif. Une fois qu'il a eu fait son porte-clés et qu'il s'est rendu compte que c'était accessible et faisable, mais il a fait toute sa boutique lui-même, alors que c'est pas du tout son job. Et on le voit très, très régulièrement. Et donc, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Une fois qu'on vit le process, bon, déjà, c'est dangereux parce que c'est addictif, mais on a envie, en fait, et on est capable de faire des choses beaucoup plus complexes. Ah, vous débloquez quelque chose qui est profondément ancré dans nos gènes, qui vient du paléolithique. Hein, sauf que c'est notre monde post-industriel ou industriel post-industriel qui nous a corseté dans des fonctions monolithiques. Je parle du silo qu'on nous impose de l'enfance, mais en fait, ce que vous faites, c'est débloquer ce qu'on est profondément en nous en tant qu'hominidés. Hein, c'est formidable, vraiment formidable. Bon, ça, c'est un autre exemple hein, d'aménagement qu'on fait avec des entreprises locales de l'Equipo qui, eux, ont conçu des pastilles de resucrage pour les diabétiques. On a des gens aussi, je disais, qui fabriquent des objets pour. Donc ça, c'est Coralie qui a son concept store et qui revend des créations locales, mais qui vient fabriquer les siennes aussi chez nous. On travaille avec Génial. des restaurateurs qui, plutôt que de faire imprimer leurs menus et de les plastifier, ben, en fait, utilisent des matériaux locaux et viennent les graver dessus. Ça aussi, c'est un restaurateur. On travaille, on fabrique à la 3D, à la laser,
des jeux éducatifs. Ça, c'est une association locale, qui n'est pas du tout locale, c'est une association qui a une antenne locale qui s'appelle la Water Family et qui sensibilise les publics sur les enjeux, j'allais dire, environnementaux, et qui vient fabriquer des jeux éducatifs chez nous. On travaille très étroitement aussi avec l'ensemble des institutions locales. Ça, c'est la médiathèque de Souston, notre ville, pour qui on a fabriqué une grénothèque. Donc, on fait du mobilier aussi, en lien avec les acteurs locaux, hein, du monde de la culture. Et puis, ça, c'était une dernière image pour raconter que, parce que j'ai beaucoup montré d'objets, on fait aussi de la robotique. On fait des expériences où là, c'est les jeunes, ils viennent fabriquer des robots ou utiliser des robots. Là, c'est les robotignaux pour réaliser des challenges entre eux, etc. Donc, on a tout le volet fabrication numérique, mais on a aussi tout le volet programmation. Je disais qu'on travaille avec de l'Arduino, on travaille avec des robots. Voilà, on a des projets très hybrides. Et vous faites aussi des ateliers électroniques avec des cartes de création de cartes électroniques, justement, parce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer aller un pas plus loin et faire des innovations complexes entre et carrément objets connectés avec de l'électronique intégrée. C'est des choses qu'on peut imaginer ou pas? Ouais, tout à fait. Et on a des utilisateurs. Alors, nous, on ne fait pas encore d'ateliers comme ça parce qu'il y a un enjeu aussi de ne pas perdre les gens et c'est des ateliers qui se voudraient sur plusieurs jours. Donc, il y a aussi un design d'expérience utilisateur qu'il faut qu'on arrive à trouver. Mais on a pas mal de personnes qui viennent faire des projets hybrides eux-mêmes. Et là, on a des horizons qui s'ouvrent avec une brodeuse numérique et du fil conducteur. On est en train de réfléchir à des objets hybrides où on pourrait intégrer un peu d'Arduino et de la brodeuse numérique ou des choses comme ça. Superbe, superbe. Merci infiniment. Si tu permets peut-être qu'on termine un peu sur le côté un peu business, Bien parce que sûr. alors vous, l'établi, vous êtes une association de loi 1901 ou vous êtes une coopérative? Quel est votre modèle? On est une asso 1901, nous. On a choisi d'être une D'accord. asso 1901. Il y en a qui sont des sociétés coopératives, SIC ou SCOP. Nous, on a choisi, comme la majorité des Fab Labs, de rester sur le modèle associatif pour le moment. D'accord. Et en termes de business model, alors donc on peut évidemment comment dire louer, Alors, ouais, nous, on a différents types de recettes. On a les gens qui utilisent des machines et on a différents modèles de tarification, des forfaits tout compris avec un accès illimité ou des forfaits à l'heure. Aujourd'hui, on est déficitaire sur ces activités-là parce que on ne souhaite pas avoir, on souhaite avoir des prix les plus bas possibles puisque c'est notre but de guerre d'amener le maximum de gens à fabriquer eux-mêmes. Donc, délibérément, si on facturait à hauteur du temps Fab Manager, d'ouverture, de mise à disposition, d'amortissement des machines et tout, on serait sur des tarifs bien trop élevés et on serait un peu dans la mouvance, j'allais dire, des tech shops ou autres modèles de location d'équipement qu'il y a pu y avoir. Et c'est pas ça, le Fab Lab. C'est pas je viens, je loue mon équipement et voilà. Donc là-dessus, on est déficitaire, mais c'est une part quand même de nos recettes. Après, on prend des commandes, comme j'expliquais. Où là, on fait à prix coûtant, voire on marge un petit peu. Donc, on a pas mal de partenariats avec des entreprises locales qui, plutôt que d'aller faire personnaliser et customiser des objets, j'allais dire en Chine pour tomber dans la caricature, mais vont le faire avec nous. Dans une logique de circuit court et local, et sur lequel on a quand même une bonne entrée d'argent. Et puis ensuite, on fonctionne non pas par subvention de fonctionnement, mais on capte du financement de la puissance publique en répondant à des appels à projets. Donc, on vend aux institutions des prestations. On vend de l'ingénierie, on vend des animations pour les EHPAD, les espaces jeunes, les scolaires, etc. Et donc là, c'est des activités qu'on va facturer. On vend du projet. Donc là, par exemple, on est en train de capter du financement pour un projet qu'on conduit en lien avec les établissements pour handicapés moteurs qu'il y a sur la commune de Souston
et une école d'ingénieurs, où on est en train de prototyper un traducteur, puisque ces personnes en situation de handicap moteur, qui n'ont pas forcément de déficience intellectuelle, elles ne peuvent pas s'exprimer clairement, elles ont des problèmes de locution. Et donc, il y a une grande frustration entre ce qu'elles sont capables de verbaliser et leur vie intérieure, j'allais dire. Et donc, on est en train de prototyper avec un bracelet connecté, un capteur électrodermal, des caméras, etc., un outil qui permettrait de formuler beaucoup plus que ce qu'elles arrivent aujourd'hui à dire, notamment leurs émotions, traduire leurs gestes, etc. Bon, typiquement là-dessus, on capte des financements. On est sur une logique de projet, de réponse à des appels à manifestation d'intérêt pour être sur ces sujets un peu de R&D, d'innovation et aller défricher des espaces non conquis. Une dernière question sur le modèle, parce que moi, c'est vraiment l'entrepreneur individuel qui m'intéresse, le start-upper ou l'entrepreneur Ouais. individuel. S'il vient travailler avec vous et que de cette co-création émerge quelque chose qui est brevetable, comment est-ce que vous envisagez la chose? Est-ce que vous faites un co-brevet ou est-ce que comment vous le gérez? C'est déjà produit ou pas? Oui, ça s'est déjà produit. Nous, la logique, elle est de redonner du pouvoir d'agir aux gens. Et donc, Hmm. on est apolitique et on n'a pas de religion en matière de propriété intellectuelle. Tu veux venir ici et breveter ton truc, tu veux en faire un business ou tu veux le verser dans les communs, nous, on incite à verser dans les communs. Les projets que nous, on fait, sur lesquels nous, on est en lead, ça part dans les communs. Nous, on ne brevette pas. Par contre, tous ceux qui viennent ici sont libres du modèle économique qu'ils ont envie de mettre en œuvre, parce qu'on n'est pas des intégristes, hein, et en fait, si on veut avoir le plus grand nombre, il faut rester ouvert. Donc, on a des gens qui viennent travailler avec nous et qui brevettent ensuite leur truc. Ils ont payé leurs prestations, c'est-à-dire notre prestation intellectuelle, mais s'ils sont en lead, c'est leur produit et ils en font ce qu'ils veulent. Et on en a d'autres qui vont le mettre en partage, voilà. Les Ah, projets et où alors, nous là, sommes en lead, tu, par contre, c'est du commun. tu viens de citer deux cas de figure, donc un en full open, on va dire, en partage, et un on va dire l'apporteur d'idées, entre guillemets, garde son innovation, etc. Mais est-ce qu'on peut imaginer un modèle où vous seriez partenaire du brevet, c'est-à-dire cité sur le brevet, pour que vous ayez un engagement sur éventuellement l'exploitation future du produit? Ça peut être aussi un modèle de revenu pour vous, hein. Oui, alors après, j'entends ce que tu dis, Harry. L'histoire des Fab Labs est intrinsèquement liée au mouvement du libre, au Oui, mouvement des communs. Et donc, nous, ce qu'on cherche à créer comme valeur, c'est plutôt un partage de la valeur au niveau sociétal. Donc, nous, ce qu'on va demander sur des projets sur lesquels on est imbriqué, c'est plutôt d'avoir une mise à disposition du plus grand nombre, un partage via des conférences, des animations, des choses comme ça. Nous, la rétribution qu'on va plutôt demander au maker qui veut après tirer ses propres recettes de son côté, c'est de venir rendre de la valeur localement, en animant des choses, en faisant des conférences, etc. d'accord. On est plutôt sur ce type de logique avec une logique contributive et partage de la valeur, plutôt que de s'engager, nous, sur des brevets et être co-détenteur du brevet et être dans l'exploitation. On est vraiment, nous, sur la phase de prototypage et de création. On n'a aucun enjeu, parce que sinon on se transformerait en usine, hein, à aller ensuite sur l'essaimage et le mode croisière un peu du business. Par contre, Hmm. on demande aux personnes qui ont bénéficié du tremplin de venir rendre un peu de valeur à la communauté. C'est formidable. J'ai presque envie de dire que c'est tout le pays qui devrait être en mode Fab Lab. On y croit. Voilà, non, mais et aujourd'hui, tu sais combien il y a de Fab Lab à peu près en France? Que c'est tous les départements ou toutes les régions au moins ont un Fab Lab fonctionnel Franchement, je ne saurais pas te dire, je n'ai pas révisé mes chiffres clés, mais je sais que la France fait partie des pays au monde où il y a le plus grand nombre de Fab Labs par habitant. Hmm. Donc, il y en a dans tous les départements. Après, chaque Fab Lab a une envergure différente, a une orientation différente, puisque ce qui fait un Fab Lab, c'est les gens qui l'occupent. Bien sûr.
Donc nous, par exemple, je ne l'ai pas détaillé, je vais montrer peut-être ça rapidement. Nous, la particularité qu'on a, on a 50% d'utilisateurs qui sont des utilisatrices. Je pense qu'on est le seul Fab Lab en France qui a un tel ratio. Le monde des makers est un monde hyper masculin. Et nous, c'est lié au territoire, c'est lié dans l'équipe. On est une équipe de 3, on est 2 filles. On a un Fab Lab qui est orientation beaucoup design d'objets parce que il y a Pascal dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi, tu vas dans d'autres endroits, ce sera quelque chose de complètement différent, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte d'un Fab Lab, voire même de 2 ou de 3, puisque ce ne sera jamais la même expérience. Formidable. Bon, bah écoute, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y avait des questions que tu aurais voulu que je te pose que je n'ai pas posées ou est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois qu'on a fait le tour. Peut-être un dernier truc que j'avais envie de partager, Je t'en c'est prie, vas-y. que, en tant que Fab Lab et même en tant que tiers-lieu, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on avait cette agilité, cette rapidité, cette faculté à faire des choses que moi, je n'avais pas quand j'étais en institution, en macro-structure, on va dire, en technostructure même. Et ça, c'est génial, c'est assez cool. En fait, on est capable de dégainer et d'avancer sur des projets. C'est vraiment le côté laboratoire. À l'inverse, et c'est l'ambivalence qu'il y a, quand on est sur une logique d'innovation ouverte où le but, c'est de faire avec le plus grand nombre de façon participative, c'est de mettre les gens en capacité de faire par eux-mêmes, il y a à l'inverse aussi cette lenteur. Parce que ça demande plus de temps de faire à plusieurs. Ça demande plus de temps d'être sur un modèle moins dirigiste. Ça demande plus de temps de redonner le pouvoir d'agir aux gens pour qu'ils arrivent eux-mêmes au résultat. Nous, on a acquis des compétences, il y a des choses qu'on peut faire en 5 minutes, il y a des gens, ça va leur prendre une semaine de faire par eux-mêmes. Et donc, c'est vrai que dans l'expérience, en tout cas de Fab Manager, on a ce paradoxe et cette ambivalence permanente d'un côté, on va vachement plus vite et on fait des choses qu'on n'est pas capable de faire dans des organisations plus traditionnelles. Et de l'autre côté, si on ne veut pas perdre notre âme, il faut accepter aussi de prendre le temps et parfois d'aller plus lentement que dans des organisations traditionnelles. Donc, ce rapport au temps, il est un peu ambivalent. Mais voilà, c'est assez intéressant. Moi, ça me fait pas mal réfléchir justement sur notre place dans cet écosystème de l'innovation. Formidable. Écoute, moi j'ai été vraiment séduit par le modèle. J'avais évidemment suivi un petit peu l'aventure des Fab Labs un peu de loin, mais là, ce que tu me dis me séduit énormément parce que la première fois que j'ai entendu parler un peu alors pas forcément en termes sur le modèle associatif, etc., mais au moins sur la structure, c'est le design studio IDEO aux États-Unis. Ouais. Il y a un peu cette mentalité également de Fab Lab, alors c'est une entreprise privée, hein, mais qui ont été les premiers un peu à insuffler aussi cette mentalité-là. On a eu ensuite, dans cette même veine, tout ce qu'on appelle comment dire, les espaces de coworking, mais très pensés pour le brassage d'idées, etc., qu'a insufflé Adam Newman avec WeWork. Bon, après, il a eu des dérives, mais c'est lui qui a vraiment insufflé cette idée qui a ensuite, aujourd'hui, il n'y a plus aucun espace de coworking qui n'est pas pensé pour que les gens puissent interagir et puissent travailler. Et là c'est vraiment génial ce que vous faites. Donc, merci infiniment, Clémence, pour cette heure passée ensemble. Je me suis régalé et j'espère qu'on pourra continuer cette discussion plus tard parce que c'est vraiment formidable ce que vous faites. Merci Harry, avec plaisir. Formidable. Merci beaucoup. À très bientôt. Et j'invite tout le monde à regarder les Fab Labs autour de chez soi et de ne pas hésiter à aller pousser la porte, même sans projet, juste pour mettre un pied dans cet univers. Je partagerai tous les liens, bien sûr, la Fédération française des Fab Labs aussi, où vous pouvez retrouver sur la carte tous les Fab Labs près de chez vous. Donc, je mettrai tous les liens dans les commentaires et dans l'article de blog. Merci Harry. Merci à toi.